Ouais, alors aujourd'hui, on va travailler sur l'itinérance, savoir comment on peut organiser ça, ce qu'il nous faut pour organiser ça en tout cas, puisque ça va être des éléments dont vous allez avoir plus ou moins besoin pour faire votre TP, si j'ai bien compris le truc. C'est un sujet que j'ai l'habitude de traiter, mais la plupart du temps, j'ai l'habitude de le traiter en direct dans une grande salle, en me mettant derrière un grand tableau. Et c'est un sujet qui est normalement très participatif. Donc, normalement, les stagiaires font presque le cours et moi, je ne fais que diriger. Bon, je ne sais pas ce que ça va trop donner lors de cette visio. On va essayer de voir ce qu'on peut faire comme ça, quand même, en essayant de vous faire participer au maximum. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'utilisation de ces outils. Mais bon, on va faire avec les moyens du bord et on va essayer de faire ça. Et ben on y va, on commence tout de suite et on va commencer tout de suite par un premier chapitre qui touche tout ce qui utilise le matériel, hein, tout ce qui est équipement. Alors, on a 5 grandes catégories d'équipements. D'abord, l'équipement de progression et de sécurité, ça comprend quoi? Ça comprend tout ce qui est cordes, lampes, bâtons de marche, bref, tout ce qui va toucher à la progression, à aider à la progression et à la sécurité des personnes. Ça, c'est une chose. On a une deuxième catégorie qui est la catégorie des protections, des matériels de protection. De protection, c'est les vêtements, les casquettes, la crème solaire pour se protéger, le caouet pour se protéger du vent, la polaire s'il faut pour le froid, etc., etc. Tous les vêtements de protection. Ensuite, on va avoir le matériel d'orientation. Troisième catégorie, l'orientation. L'orientation, ça comprend quoi? Ça comprend les cartes, la boussole, les GPS, le topo-guide pour certains qui se déplacent avec les topo-guides, les plans de marche. On va voir ce que c'est qu'un plan de marche pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un plan de marche. Bref, les piles pour remplacer dans les GPS et autres, tout ce qui va toucher à l'orientation pour se déplacer. La quatrième catégorie, c'est ce qui va toucher le bivouac proprement dit. Le bivouac proprement dit, ça va être le sac à dos, les différents matériels de bivouac, qui soient soit en hamac, soit en tente, le repas, le matériel pour faire chauffer le repas, l'alimentation, l'eau, voilà. OK. Et puis, on va avoir en dernière position, comme catégorie de matériel, tout ce qui va toucher au secours. Donc, c'est tout ce qui est téléphone, trousse de secours, sifflet et autres articles qui permettent d'appeler et de secourir les personnes en difficulté. D'accord. Donc, on a ces 5 catégories. Très bien. On va essayer de les voir un petit peu en détail ensemble. Vous allez tous me dire un peu ce que vous mettrez dans votre sac à dos si vous deviez partir en itinérance. Puis on va voir si on oublie des choses ou pas. Ce qu'on va essayer de distinguer maintenant, c'est l'équipement individuel, c'est-à-dire le vôtre. Non, alors, l'équipement individuel, c'est-à-dire ce que les participants à votre itinérance vont devoir porter, et puis l'équipement des encadrants, c'est-à-dire le vôtre. D'accord? Alors, on va commencer par l'équipement individuel. Vous allez ouvrir doucement vos micros les uns après les autres, et puis on essaye de voir si vous deviez organiser une itinérance, qu'est-ce que vous diriez à vos clients de ne pas oublier, de bien mettre dans leur sac et allons-y, on y va. Et on essaye de voir ce qu'on oublie, ce qu'on n'oublie pas. Je vous écoute. Déjà des bonnes chaussures scellées. Ouais. Alors déjà, au niveau des chaussures,
Qu'est-ce qu'on peut parler des chaussures? Qu'est-ce que vous allez leur conseiller des chaussures par rapport au terrain que vous allez marcher? Parce qu'on ne met pas tout à fait les mêmes chaussures qu'on marche aux Antilles ou qu'on marche Ouais. dans les pierriers des Alpes. Voilà, ici, une bonne paire de chaussures de trail et puis c'est parfait. On n'a pas besoin de plus, faut que ça respire, faut que ça accroche, faut que ça passe dans la boue, faut que ça sèche vite le soir, enfin plus ou moins. Voilà. Ouais, la souplesse, il faut que les semelles soient souples et avec des gros crampons pour s'agripper. Ouais, pour nos territoires à nous, en Outre-mer, effectivement, des chaussures de trail sont les chaussures les plus adaptées. D'accord? Contrairement, si on va randonner dans les Alpes ou dans les Pyrénées, où il nous faudra des chaussures plus rigides, avec des gros crampons bien sûr, mais qui soient plus rigides, plus fermes sur le dessus, parce qu'on a beaucoup de pierriers et il y a beaucoup de pierres on donne des coups dans les pierres, donc il faut que les embouts et les talons soient protégés, vos doigts de pied, parce que sinon ils vont terminer au bout de 4 heures et ça sera de la charpie de doigts de pied. D'accord? Donc, on a des types de chaussures qui vont changer par rapport au terrain. D'accord. Donc, des bonnes chaussures, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'est-ce qu'on leur dit de pas oublier? Vêtements de pluie. Voilà, au niveau des vêtements, du technique, parce qu'il fait chaud, c'est humide, donc il faut qu'on puisse transpirer, mais il faut que ça respire. En même temps, vêtements de pluie, parce que on est souvent mouillé. Ouais, vêtements de pluie, surtout pour le soir, quoi. Parce qu'il vaut mieux marcher en t-shirt qu'en kawaii. Il sert à quoi le kawaii quand on marche, par exemple effectivement, on va marcher, on va se ramasser la flotte. Il est conseillé chez nous de marcher sans vêtements de pluie, d'accord, de se prendre la flotte sur la gueule, c'est pas très grave. Par contre, à un moment, il peut être utile notre kawaii. Pourquoi on le dit de le prendre? Pour couper le vent. Pour couper le vent. Voilà, c'est ça. Si jamais on s'arrête et qu'on est trempé, le vent va nous geler sur place. Donc, on met le kawaii à ce moment-là pour nous réchauffer. D'accord? C'est important. Ouais, ensuite. On a besoin aussi d'une ficelle pour pouvoir étendre pour la nuit, sécher les vêtements qui sont mouillés, quoi. Ouais, d'accord. Une bonne ficelle avec des pinces. Et puis, on a dit le kawaii, éventuellement prévoir aussi tout ce qui concerne l'hygiène, le savon, la brosse à dents, toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Très bien. De quoi bien dormir, un bon duvet. Alors, ouais, un bon duvet, d'accord. Après, soit la tente, soit le hamac, complète. Ouais. Avec des rallonges pour le hamac. Et il faut aussi, surtout, la carte d'identité, les informations aussi personnelles vis-à-vis de la personne. Si on a une urgence, qui est-ce qu'on peut contacter en premier, après les secours? Je réfléchis et puis je reviens vers vous. J'ai pas laissé réfléchir. Sur l'équipement personnel, il faut aussi le chapeau, la casquette. Ouais. Peuvent être utiles que ce soit pour la pluie ou pour le soleil. Ouais. Voilà. Et si on est vraiment en itinérance sur le littoral, de la crème solaire. Ouais. Alors, je vais rajouter, toujours comme frigo, selon des terrains, on peut aussi avoir besoin de gants, du passage avec des gants. Ouais, des gants, ça peut être faire, ça peut être utile. Il faut prévoir du long et du court, un short ou un pantalon long aussi, si jamais on traverse des zones où il y a beaucoup de végétation. Ouais, très bien. Une bonne frontale avec pile ou batterie complète. Ouais. Moi, je dirais 2 bonnes frontales. D'accord, 2 bonnes frontales. Oui. Et un point chaud. J'ai pas entendu. Non, rien, je faisais une blague. J'ai pas entendu. Ouais. Alors, ensuite. Un petit coutelas. Ouais, chez nous. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que le coutelas
on demande à la personne individuelle ou le coutelas, il est plutôt pour l'encadrant, c'est-à-dire l'accompagnateur en l'encadrant. montagne. Il est plutôt pour l'encadrant. On est d'accord. On est d'accord. On le met sur l'encadrant, lui. Hein. On ne le met pas sur la… Chacun va se balader. Si vous demandez à tous vos participants d'avoir un coutelas, ça va finir en bain de sang. Hein. Il y en a, la majorité des gens ne savent pas l'utiliser. Et vous allez avoir des blessés. Donc, vaut mieux pas qu'ils en aient. J'avoue que je sais pas du tout ce que c'est, un coutelas. Alors, un coutelas, on l'appelle coupe-coupe, on l'appelle aussi le sabre. La machette. C'est une machette, ouais. D'accord. Il y a pas mal de noms différents suivant les régions où on est. Des chaussettes aussi. Il faut en prendre plutôt une par jour, sauf si on peut faire laver sécher. Avec, alors selon la sensibilité de ses pieds, c'est mieux de prendre des chaussettes sans couture. Enfin, ouais, c'est très important pour ceux qui sont novices, hein, les participants qui sont novices. Il faudra peut-être leur conseiller un type de chaussettes, une marque de chaussettes, etc. D'accord, hein, parce que si on est en itinérance, hein, n'oubliez pas, on va marcher de nombreuses heures et plusieurs jours. Si à la fin de la première journée, ils ont des ampoules aux pieds, ça va être super galère pour le reste du parcours. Hein. Donc, les chaussettes, c'est un point primordial sur le confort du pied et empêcher d'avoir des ampoules. Donc, j'espère que vous savez à peu près tous quel type de chaussettes il faut, comment on les met, ni trop grandes ni trop petites. Voilà. Et donc ça, il faut bien leur faire comprendre. Vous, en tant que technicien, en tant que pro, il va falloir insister sur ce point-là. Hein. Ouais, donc chaussettes, c'est bien. Encore quelques idées? Aussi, peut-être une trousse à pharmacie perso. Enfin, s'il y en a qui ont des traitements spécifiques. C'est primordial. C'est primordial. Ça, c'est une remarque très importante. Chaque participant doit avoir sa propre trousse de secours. D'accord ? Avec ses médicaments personnels. Pour ceux qui sont asthmatiques, ils doivent prendre leur Ventoline. Pour ceux qui sont diabétiques, ils doivent prendre leur insuline. Etc., etc. Il y en a qui sont allergiques aux piqûres d'abeilles, etc. Ils doivent avoir leur antihistaminique. C'est eux qui transportent leur propre pharmacie. En plus, certains participants sont allergiques à plus ou moins des produits désinfectants, etc. Donc, ils doivent avoir leur propre désinfectant. D'accord ? Chaque participant porte sa propre trousse à pharmacie. OK ? Parfait. Ça, et un sac à dos aussi. Oui, le sac à dos. On n'y a pas pensé. Effectivement. Alors, le sac à dos, on va en parler un petit peu du sac à dos. Bon, vous avez déjà fait de l'itinérance, vous avez déjà fait un certain nombre de randonnées, etc. Donc, vous n'êtes pas des novices. Cependant, faisant pas mal de formations avec des personnes qui ont déjà pourtant randonné de nombreuses années, je m'aperçois souvent que nous avons des randonneurs qui ne savent pas porter un sac à dos. Un sac à dos, ça se porte sur les hanches et pas sur les épaules. Vous avez une ceinture au niveau du sac à dos, d'accord ? Une ceinture au niveau des hanches, qui est normalement souvent, surtout si vous faites de la randonnée en itinérance, il faut que cette ceinture soit un peu molletonnée. Cette ceinture, elle se serre sur le haut des hanches. Votre sac à dos doit s'appuyer sur le haut de vos hanches et non pas s'appuyer sur vos épaules. Les sangles des épaules ne servent seulement qu'à empêcher le sac à dos d'aller de devant en arrière. Ce n'est pas vos épaules qui portent le sac à dos, c'est les hanches. D'accord ? Vos hanches sont suffisamment costauds pour porter votre sac à dos. Alors que vos épaules, ça va tirer sur la colonne vertébrale, sur tous les muscles du dos, et vous allez vous ruiner, vous, ou les participants, hein, quand je dis vous, je parle du public en général, vous allez vous ruiner les épaules, et au bout de 2 jours de marche, si c'est une itinérance de 4 jours, au bout de 2 jours de marche, les gens sont complètement abîmés, il faudra les masser à la fin de la journée pour pouvoir continuer. Donc ça, très important, très, très important au départ de l'itinérance.
regardez chaque participant, comment ils ont accroché, comment ils portent leur sac à dos. Ne pas prendre 10 minutes par personne pour préparer et régler le sac à dos sur le dos de la personne. D'accord ? C'est tout aussi important que les chaussettes dans les chaussures. Ça permet, c'est un gage de marcher longtemps. Okay, sur après le reste, la technicité du sac à dos, je ne sais pas si vous aurez des cours là-dessus, on ne va pas rentrer là-dessus. Moi, je le fais quand on me demande de le faire. J'amène les différents sacs à dos pour qu'on voit un peu ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas comme type de sac à dos. J'espère que quand vous irez un peu sur le terrain, on vous montrera un peu quelques sacs à dos et les sacs à dos qui sont plutôt conseillés et d'autres qui ne le sont pas. Ok, donc très important le sac à dos et très important de savoir comment on le porte. Ensuite, une ou plusieurs bâches ouais. Alors, avec ficelle et corde. ouais. Les bâches, elles servent à plusieurs choses. Elles servent non seulement quand on fait un bivouac en hamac, de faire un petit toit, d'accord ? Ça, c'est important. Et elle peut servir en cas de problème, d'incident où on doit s'arrêter un moment ou un autre pour se protéger. Protéger une victime qui doit être au sol, soit la mettre au sol, soit la mettre par-dessus pour éviter l'humidité. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. La bâche, vous devez avoir une bâche, quelle que soit votre randonnée, que ce soit l'itinérance ou pas. Une bâche, vous devez toujours avoir dans votre sac à dos en tant que professionnel une petite bâche, pas besoin qu'elle soit immense, pour protéger la victime si jamais il y a un accident. D'accord ? Si vous avez un accident en plein soleil sur une trace des falaises, vous êtes en plein soleil, vous devez la couvrir. Et bien, si vous avez une petite bâche qui fait 2 par 3 par exemple, hop, c'est tendu facilement, elle est à l'ombre et vous pouvez faire vos affaires tranquilles. S'il pleut, vous pouvez la protéger, hop, et c'est faire l'affaire tranquille. Donc, en itinérance, c'est encore plus important parce qu'on en a en plus besoin normalement le soir pour se couvrir si on est en hamac et si on n'est pas en tente. Oui, bâche, très important, oui. Après, des couverts et une gamelle personnelle pour manger. Oui, il faut manger. Donc, on a les couverts, la cuillère, d'accord, la gamelle. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre encore pour manger ? L'eau. Je n'ai pas entendu. L'eau. Une assiette De l'eau. et de l'eau. Alors, de l'eau, ouais, ça c'est pour le repas, oui, de l'eau. Ouais. Et le feu. Le feu, alors, comment on fait cuire ? Réchaud. Un petit réchaud. Ouais, le réchaud, hein. Vous savez que maintenant, partout en France, faire un feu est interdit, ou du moins très réglementé, suivant les zones, d'accord ? Donc, on ne prend pas le risque. Quand vous allez préparer votre itinérance, déjà, il va falloir vous renseigner si vous avez le droit de faire un feu ou pas. Et quand, dans le doute et qu'on ne sait pas, qu'on n'arrive pas à avoir les informations, il faut prendre un réchaud. Alors, le réchaud, est-ce qu'on fait porter un réchaud à chaque participant ? Chaque participant porte son petit réchaud ou c'est un réchaud de groupe ? Un réchaud de groupe quand même, je pense. Par contre, il va falloir penser aux recharges. Ah, Ouais. il faut au moins 2 réchauds. Au moins 2. Alors, Après, ça dépend du de nombre de la. personnes, hein. D'accord ? Ça va dépendre du nombre de personnes. Mais Ouais, effectivement, tous les participants n'ont pas besoin d'avoir un réchaud. Ça va faire porter beaucoup de choses. C'est pas que ça soit très lourd, un réchaud, mais ça prend du volume. Surtout dans nos forêts chez nous, il faut que le sac soit le moins volumineux possible pour pouvoir circuler à travers les arbres. Donc, il va falloir proportionner le nombre de réchauds au nombre de personnes qu'on a. D'accord ? On considère qu'un réchaud pour 3 ou 4, c'est bien. D'accord ? Un réchaud pour 3 ou 4, ça va être pas mal. Il faut penser, bien sûr, aux recharges de gaz. Voilà. OK ? Ensuite,
Ben, toujours l'équipement personnel, je pense, enfin, moi, je leur fais toujours une paire de sandales. Quand on est le soir, qu'on puisse pas, pour que les pieds soient aérés. Excellent. Il faut une paire de tongs, de sandales, de chaussures super légères, etc., très fines, qui ne prennent pas de place, super, voilà, mais qu'on puisse avoir les pieds au sec, si possible, pour la période, pour le bivouac, pour que les pieds respirent dans la soirée. D'accord? Ça, c'est important. Oui, très bien. Ensuite. Les gamelles aussi pour faire la cuisine. Ouais. Alors, est-ce qu'il nous faut une grosse gamelle pour tout le monde ou est-ce que chacun prend sa petite gamelle? On fait du collectif. Organisation. Une Alors, grosse ça gamelle. va être- ouais, ça va dépendre en fait de votre façon de procéder de votre itinérance. C'est vous qui allez faire ce choix-là suivant l'itinérance que vous allez faire. On va voir un peu dans l'organisation après. Est-ce que c'est une organisation où les repas vous sont apportés à votre lieu de bivouac? Ça peut arriver. Hein, ou alors, est-ce que vous vous débrouillez pour que chacun porte la nourriture commune et donc ça va être des gamelles communes, etc. Ou alors chacun se débrouille avec sa propre nourriture et ses propres petites gamelles. Ça, c'est vous qui allez le déterminer suivant l'organisation que vous mettez en place. Je vous donne 3 exemples que je pratique moi. Une randonnée, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe et qui me connaissent un peu, j'organise depuis maintenant 10 ans ou 11 ans ce qu'on appelle le tour de Guadeloupe. On fait 4-5 jours d'itinérance. C'est de l'itinérance tout public, donc facile. Ils ne portent pas de sac et les repas sont amenés le soir, etc. Donc, en fait, ils ont dans leur matériel propre juste leur assiette, leur couvert et c'est tout. D'accord ? On va avoir une deuxième type d'itinérance qui est l'itinérance sportive. Exemple, faire le GR G1 de Guadeloupe, qui est en totale autonomie pendant 5 à 6 jours. Et bien là, c'est chacun se débrouille, à part le réchaud pour pas que tout le monde porte un réchaud, mais chacun porte sa propre bouffe, ses propres gamelles, etc. D'accord ? Tout le monde se porte ses propres affaires. Et puis, on va avoir l'intermédiaire, des bivouacs de personnes qui sont pas spécialement sportifs, mais pas non plus des débutants. Et on va dans un milieu qui n'est pas trop éloigné, mais pas tout près non plus. Donc, on va faire un bivouac, on va dire, c'est souvent des bivouacs, des itinérances qui sont assez courts, qui vont être sur, on va dire, 2 jours, une nuit ou 2 nuits maximum, où là, on va avoir un matériel commun avec des gamelles, des grands canaris communs, la répartition de l'alimentation, chacun va porter une part de l'alimentation. Et puis le soir, sur le lieu du bivouac, on rassemble tout ça et on fait la bouffe en commun. Donc voilà. Et aussi, très important, il faut le briquet pour le réchaud. Sinon, on ne peut pas l'allumer. Et le briquet, pas n'importe quel briquet. D'accord ? Chez nous, les briquets, ça prend l'humidité. Alors, il existe ce qu'on appelle des briquets tempête. D'accord ? C'est des briquets un peu spéciaux qui, même quand ils sont mouillés, ou du moins quand ils sont humides, parce que quand ils sont vraiment trempés, même ils ne marchent plus. Mais voilà, il y a des briquets qu'on appelle tempête qui permettent, même très humides, permettent de fonctionner quand même. Donc ça, c'est important sur nos climats, en tout cas. Oui, le briquet, très bien. Je le note sur ma petite liste. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit ? Matériel de sécurité. Voilà. Une corde pour le groupe. Ouais. Alors, le groupe, ouais, il faut donc une corde. On vous a donné à peu près le type de corde. On vous a dit quel type de corde il fallait. Un accompagnateur en montagne se balade avec quoi comme type de corde? On n'a pas encore vu ça, mais ouais, c'est vrai qu'il faut une corde homologuée en fait. Ouais. Un diamètre 8. Il nous faut une corde de 30 mètres à peu près, de diamètre 8.
Et donc ça, normalement, l'accompagnateur montagne ne se défait jamais de cette corde-là. Qui porte ou qui ne porte pas, hein. Après, dans l'itinérance, vous pouvez partager le matériel de secours. Hein. Mais normalement, ça, c'est une corde, c'est dans le matériel de l'accompagnateur. Une corde, ouais. Il faut aussi un couteau. Oui, Un couteau Et ça, et tout le monde doit avoir éventuellement, son couteau. comment on appelle ça? Un talkie-walkie. Ça, c'est éventuel, c'est pas obligatoire. Mais je sais qu'il y a des guides qui fonctionnent avec les talkies pour le faire-fil, communiquer pendant la randonnée, etc. Ça dépendra encore, je pense, de la quantité de personnes que l'on mène, quoi. Oui, tout à fait. Sans itinéraire, c'est pas beaucoup de monde. Donc, Je t'ai pas entendu, Frédéric. non, je disais en itinérance, en général, ce sont des petits groupes, donc on peut avoir tout le groupe à vue, quoi. Ouais, normalement, on fait des petits groupes, mais bon. Le talkie-walkie, effectivement, la difficulté du talkie-walkie, c'est que il faut le recharger. Donc, en itinérance, ça peut vite perdre de l'autonomie. Et en plus, alors, ça s'est peut-être amélioré depuis le temps, mais moi, j'ai abandonné le talkie-walkie parce que la portée est relativement faible. Et puis, dans nos montagnes, du moins en Guadeloupe, je ne sais pas trop en Martinique comment ça se passe, mais d'une vallée à l'autre, celui qui est en bas, dans le creux, il n'entend pas la personne qui est en haut, ou inversement. Ça passe très, très mal. La végétation, en plus, coupe le truc. Les talkie-walkie, chez nous, ça fonctionne assez mal. Bon, sur ce, il a peut-être fait des progrès de ce côté-là. Et puis, ça coûte relativement cher pour avoir des talkie-walkie très performants. Oui. Un chargeur de portable aussi. Alors, chargeur de portable, oui, ce qu'il faut surtout, c'est la batterie, la batterie externe. Hein. Oui, c'est ça, la batterie externe. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Donc ça, le téléphone avec la batterie externe, oui. Mais la trousse de secours. Trousse de secours. Alors, le trousse de secours, je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Je ne rentre pas dans les détails de la trousse de secours. Vous allez voir ça avec des personnes qui vont vous donner un peu les détails. Alors, maintenant que ça fait déjà une petite demi-heure qu'on est déjà sur ce truc-là, je vais essayer de vous présenter. Alors, je vais essayer de partager quelque chose. Hein. Je suis novice encore là-dessus. Alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Tac. Attendez. Tac. Alors, est-ce que vous avez quelque chose qui s'affiche sur votre écran? Oui, oui. Oui, c'est bon. Alors, bon, ça reprend en gros tout le matériel que vous avez dit. Hein, c'est une liste. Voilà, c'est à peu près. Alors, attendez. Est-ce que moi, si je la bouge, ça bouge aussi? Ouais, ça bouge aussi. OK, c'est parfait. Je commence à être pas si mauvais que ça, l'utilisation de ces machines. Voilà. Donc, voilà. C'est un document que je vais demander à Jean-Pierre de mettre en ligne. Vous l'aurez donc sur votre... là où vous récupérez vos documents. Donc, l'intérêt est très rapide. C'est vraiment un pense-bête, en fait. Hein. C'est un pense-bête. Qu'est-ce que j'oublie pas pour quand je fais mes bivouacs, et ce que je dois donner à mes participants de ne pas oublier. Voilà. Alors, il y a des choses qui manquent, il y a des choses en plus. Voilà. C'est juste pour essayer de penser un peu à tout. Vous verrez dans l'autre bivouac, il y a marqué bougies. Les bougies, alors pourquoi j'ai marqué bougies? C'est parce que nous, dans nos refuges en Guadeloupe, là, il n'y a pas d'électricité là-haut. Et utiliser une frontale plusieurs heures, elle va se décharger, alors que si la frontale sert plutôt à marcher en forêt pour essayer de sortir si on rentre trop tard. Donc la bougie pour mettre dans le refuge, ça permet d'éclairer tout le monde et pas dépenser. Voilà, ce sont des trucs, des astuces. Vous verrez aussi dans cette liste-là, toujours dans le bivouac, il y a marqué matelas mousse. Matelas mousse. Pourquoi matelas mousse? Pour deux raisons. D'une part, si vous dormez en refuge, ça vous permet de vous isoler du sol quand vous dormez sur les plates-bandes, là, sur les trucs de bois. Donc, on dort quand même mieux. Et puis,
Si vous dormez en hamac, je pense que vous l'avez déjà tout fait, vous avez le froid qui vous arrive par le dessous. Alors, moi, j'ai bricolé mon hamac afin d'avoir si vous voulez, une poche. En fait, mon hamac, ma toile de hamac est fait de 2 toiles cousues l'une sur l'autre et ça me permet de glisser mon matelas mousse entre les 2 toiles. Et quand je suis allongé dans mon hamac, j'ai le matelas mousse qui est sous moi. Et donc, ça me protège du froid. Donc, je suis, voilà, c'est des trucs, des astuces. Voilà, à 20 ans ou à 25 ans, on n'en a pas besoin. Quand on arrive à 55 ans, dormir un peu mieux en forêt et avec un petit peu de confort, on aime bien. Donc, voilà, c'est mes petits trucs et astuces. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai mis aussi dans cette liste, au niveau du téléphone, secours, enregistrer sur vos téléphones le numéro de Météo France pour avoir les prévisions météorologiques. Alors, soit Internet passe, tant mieux, vous pouvez visionner le site Internet de Météo France, mais la plupart du temps, ça ne passe pas. Alors qu'avec un peu plus de chance, la ligne téléphonique passe. Donc, vous préenregistrez ce numéro sur votre téléphone et vous allez avoir la météo le lendemain qui permet de vous dire si tout va bien se passer. OK, un numéro enregistrez aussi les numéros des secours si vous avez peur de ne pas le retenir. Dans les papiers toilettes, alors, voilà, dans les toilettes plutôt, on a dit beaucoup de choses. Si vous regardez tout en bas, il y a marqué papier hygiénique et j'ai mis entre parenthèses mouchoir en papier. Alors, il y en a qui se baladent avec leur gros rouleau de papier hygiénique, de papier toilette. C'est bien joli, mais l'humidité va faire que votre papier hygiénique va vite être trempé. S'il pleut, même si vous l'enrobez dans un sac plastique, il risque d'être complètement mouillé. Moi, j'aime bien 2 ou 3 petits paquets de mouchoirs en papier qui sont eux-mêmes enrobés dans un sachet plastique. Et ça permet non seulement de vous moucher, de vous essuyer, ou voire même de faire des compresses sur plaies importantes. Au lieu d'avoir une compresse, un mouchoir en papier, ça permet d'appuyer sur la plaie. Donc, c'est assez utile. C'est mon avis. Ah, attention, quelqu'un d'autre, je l'accepte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore marqué qui est intéressant? Oui, dans les réparations, donc coupe-coupe, ficelle, on l'a vu, aiguille à coudre, peut-être pas, mais des épingles à nourrice, oui, pour accrocher quelque chose qui s'est ouvert, ça peut être, c'est facile, ça se porte assez facilement. Pour la pharmacie de montagne, je ne rentre pas dans les détails. Ça, vous verrez, là, c'est une liste qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Le matériel de montagne, donc corde, on l'a vu. Sangle et mousqueton. Donc ça, en théorie, vos participants n'ont pas à le porter. Et par contre, vous, en tant qu'accompagnateur, vous devez avoir ce matériel avec vous. Donc ça, vous verrez très prochainement l'utilité d'avoir des sangles et des mousquetons pour passer des endroits un peu périlleux qui n'étaient pas prévus. Ensuite, dans autres, ne pas oublier de prévenir les personnes de ne pas oublier leurs lunettes de vue, voire même de ne pas oublier de prendre des lunettes de secours. Voilà. Et de les protéger. Les mettre dans une boîte hermétique qui se ferme bien et qui soit dans un petit coin qu'on ne touche pas. Les lentilles, alors les lentilles, ça, je ne suis pas porteur de lentilles encore, mais les porteurs de lentilles disent que des fois, ce n'est pas tout à fait super d'aller se balader avec des lentilles en forêt. Bon, je ne suis pas porteur de lentilles, donc je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Ne pas oublier, alors il y a marqué sac poubelle. Quand je dis sac poubelle, c'est un sac pour les poubelles. Ce n'est pas obligé que ce soit un sac poubelle, mais des petits sacs pour réunir tous les déchets, ça c'est important. Papier journal, peut-être pas, sauf si vous faites du feu. Carte d'identité dans quelque chose d'hermétique qui soit protégé, oui.
Alors, licence, ça, c'est plutôt pour tout ce qui est fédération. Une montre, ça peut être intéressant pour savoir si la vitesse de progression. De l'argent, alors il faut quelques petites monnaies. Toujours avoir un petit peu de monnaie, pas besoin d'avoir des milliers et des cents, mais quelques petites monnaies, parce que si jamais vous envoyez en secours quelqu'un sur une zone habitée pour aller chercher des secours et qui doit prendre le bus ou qui doit payer quelque chose pour pouvoir aller chercher des secours, il faut qu'il ait une petite monnaie. Donc ça, obligatoirement. Matériel photo, bah, ça après, ça va dépendre du poids. Et une pochette imperméable pour protéger tout ça. OK. Dans la cuisine, on a vu à peu près tout. Ouais. Donc, j'ai marqué gourde, mais ça peut être les camelbacks, hein, ça peut être des bouteilles en plastique, ça peut être ce que vous voulez. Ce qu'il faut essayer de voir aussi, c'est la difficulté du camelback. Ça va dépendre des zones où vous faites votre itinérance. Là encore, ça dépend des endroits où vous allez, mais parfois on peut s'alimenter en eau sur notre itinérance, dans des rivières qui sont potables. Et donc, il faut pouvoir le remplir. Des fois, il n'est pas tellement évident de remplir un camelback sur un petit filet d'eau tout simple. Donc, avoir une toute petite bouteille afin de transvaser l'eau, ça peut être utile de temps en temps. Et au niveau vêtements, bah, pantalon, casquette, ouais, tu sais, bon, les slips, bon, soutien-gorge, j'en aurais pu marquer aussi, je n'ai pas marqué. Vêtements Gore-Tex, oui, peut-être. Souvent très lourd, donc je ne suis pas très pour, mais bon. Shorts, chaussettes, chaussures et tongs, on en a parlé, on a dit tout ça. OK. Donc, on aurait pu rajouter gants. Hein. Yvan avait rajouté les gants, effectivement. Dans certaines zones, avoir des gants pour la progression, ça peut être assez intéressant pour éviter de se déchirer les mains en permanence. Alors, pour les repas, donc ça, je vais fermer ça. Pouf. Tac, je reviens avec vous. Voilà. Donc, pour les repas, c'est vous qui l'organisez. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui allez choisir comment vous organisez. Si vous vous organisez que chacun porte ses propres repas, n'oubliez pas que vos participants sont peut-être novices. Et donc, il va falloir détailler un peu ce que vous leur dites d'emmener. De l'alimentation lyophilisée ou pas, des fruits ou pas, des raisins secs ou pas. Il va falloir les materner un peu, hein, leur donner un peu le b.a.-ba de ce qu'on doit emporter. OK ? Parce que si vous avez l'habitude, la majorité de vos participants ne le savent pas ou le savent mal. S'ils commencent à transporter des boîtes de conserve, que ce soit des sardines, du thon ou des raviolis en boîte, c'est embêtant parce que ça pèse lourd. C'est des aliments qui sont déjà qui sont humides. En plus, vous avez la ferraille autour. C'est super lourd et ça prend de la place. Donc, il faut leur expliquer que se balader avec ça, c'est pas terrible. Moi, je me suis fait surprendre parfois avec des gens qui venaient avec un sachet de pain de mie. Voilà. Bon, il y a plus simple, plus facile et plus léger à transporter. D'accord ? Il faut être efficace dans ce genre de truc-là. OK ? Très bien. Alors, lors de votre préparation, donc vous avez votre équipement propre. On a vu, hein ? L'équipement individuel, d'accord ? Vous avez réparti le matériel ou pas, ça va dépendre de votre organisation à vous. Par contre, il y a une chose qu'il faut faire systématiquement, et ça, les gens n'aiment pas ça, mais il faut le faire. Vous devez contrôler l'équipement avant le départ. Au point de départ, quand tout le monde est devant vous, vous faites ouvrir tous les sacs et vous enlevez les choses inutiles. Celui qui a emmené son doudou pour dormir, il n'en a pas besoin. Non, mais je rigole, mais il y a des fois, il y a des gens qui emmènent des trucs, mais c'est du délire. Ils se prennent 3 ou 4 kilos de choses supplémentaires pour rien.
D'autant plus qu'ils vont vous dire ouais, mais t'inquiète pas, je vais le porter, je sais faire, etc. C'est vrai, il va le porter pendant les 2 premières heures. Et puis, à la fin de la première journée, il sera en ruine. Donc, comme vous avez à gérer un groupe, il faut gérer les individus et donc ne pas hésiter à faire vider les sacs et dire ok, bah ça on prend pas, ça on prend, ça on prend pas. Ou alors qu'ils vous expliquent pourquoi ils le prennent et quelle est l'importance pour lui. D'accord? Donc ça c'est important. Vérifiez au départ les sacs que les gens prennent. Ok. Ensuite, pour finir avec le matériel et les sacs, dans les textes, vous verrez qu'on considère qu'un sac à dos pour partir en bivouac doit faire 20% du poids de la personne. Ne pas dépasser 20% du poids de la personne. Donc ça, c'est bien, en théorie. Ça nous donne une fourchette, parfait. Sauf que par expérience, du moins pour nos latitudes, une personne, même expérimentée, qui part avec plus de 10 kilos sur le dos, c'est une personne qui va partir en souffrance. D'accord ? Sauf s'il est si c'est un grand sportif et qu'il a vraiment une grande habitude, d'accord. Un gars comme les accompagnateurs en montagne, ils peuvent se permettre de porter un petit peu plus sur long terme. Mais en général, sur 90 ou 95% des participants, quelqu'un qui part avec plus de 10 kilos sur le dos va partir en souffrance. D'accord ? Donc, il faut qu'il se limite à 10 kilos maximum, tout compris. Tout compris. OK ? L'eau, la bouffe, le sac compris, tout. D'accord ? Voilà, ça c'est l'expérience qu'il dit, surtout sur nos milieux. Du coup, c'est moins que le probatoire. Oui, n'oublie pas que on parle du participant, hein, du public là. Mais même vous en tant qu'animateur, accompagnateur, plus vous partirez léger, plus vous serez tranquille, plus vous serez réactif pour pouvoir encadrer votre groupe en toute sécurité. Parce que plus vous partirez léger, plus vous marcherez frais. Si tu veux, plus tu vas porter de choses sur le dos, même si tu as la capacité de physique de le faire, si tu pars avec 14-15 kilos sur le dos, à la fin de la journée, tu es claqué. Et quand à la fin de la journée, tu dois t'occuper encore du repas des participants ou du moins de les faire participer, etc. Faire attention que tout le monde fait bien sa petite vaisselle, que tout le monde est bien couché, etc., que tout le monde est bien couvert. Parce que toi, ta journée n'est pas finie. Tu dois t'occuper des gars le soir. Donc, plus tu marches léger, plus tu seras frais en fin de journée pour t'occuper des gens et plus tu… Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut marcher le plus léger possible, le plus léger. D'accord ? C'est un objectif à se fixer en permanence, c'est rechercher le matériel le plus efficace, le plus utile et le plus léger. C'est le truc. Et croyez-moi, on a fait d'énormes progrès ces 15 dernières années. Avant, quand j'étais petit, qu'il fallait partir avec un sac à dos avec des armatures en fer, déjà le sac à dos, il pesait 6 kilos à lui tout seul. Tu partais avec des gamelles, c'était pas de l'aluminium, c'était du métal, c'était rien que la gamelle pour manger, tu avais déjà 2 kilos, plus le réchaud qui était un truc, c'était énorme, c'était des bonbonnes, pas en aluminium, mais en ferraille. Bref, tu n'avais pas encore rien mis sur ton sac, tu étais déjà à 10-12 kilos. Et voilà. Donc maintenant, on a fait énormément de progrès, on peut porter beaucoup de choses très légères et il faut poursuivre, toujours poursuivre là-dessus, dans ce truc-là. La recherche de la légèreté. Ok. On va maintenant essayer de parler un peu sur l'itinéraire. Ce à quoi vous devez faire attention pour créer votre itinéraire de randonnée, d'itinérance, pardon. Alors, je vais vous laisser parler un petit peu et puis après, je vais vous redonner mon point de vue et compléter s'il y a des choses à compléter. Alors, vous devez créer une itinérance, donc de 2 ou 3 jours, par exemple, ou 4 jours. Là, je crois que votre exercice, c'est sur 3 jours, là, et vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez prendre comme critère en compte
pour créer votre itinérance? Allons-y. Alors, sur 3 jours, avec des clients, il faut déjà chercher la facilité, c'est-à-dire terrain pas trop technique, pas trop de dénivelé. Frédéric, je t'interromps. Frédéric, tu dis tu Ouais. pars avec des gens pendant 2-3 jours, tu ne vas pas prendre trop de dénivelé, pas trop de technique. Pourquoi? Si tu pars avec moi 2 ou 3 jours, moi, si tu m'emmènes traverser Ah des oui, champs, des ouais, montagnes, ça ça ne m'intéresse dépend. pas. Hein. Ouais, ça dépend des clients. Ouais, ça dépend des clients. C'est ça. Ouais, j'ai mal démarré ma phrase en fait. Ouais. D'accord? Hein, Ouais. la première chose qu'il faut C'est savoir, déjà quel but? Ouais. voilà, quels sont vos clients, d'une part, Motivation. et puis Thérèse vient de dire un truc intéressant. Quelle est la motivation? Quel thème? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? D'accord? Donc, la corrélation de votre public et puis du thème, déjà, ça va vous donner une ordre d'idée. Ouais. D'accord. Donc, sur ce, Frédéric, c'est vrai ce que tu dis. Il faut quand même faire un peu attention au terrain. On va faire attention au terrain où on les emmène. On va faire attention au dénivelé qu'on va choisir. On fait encore attention à quoi? Il faut avoir des échappatoires. Il faut avoir des points d'eau pour le bivouac pour essayer que tout le monde puisse se laver pour le lendemain. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Éventuellement, s'il n'y a pas de point d'eau, repasser par une ville éventuellement pour se recharger en eau, pour ouais, tout comme ça. Après, ouais, Très bien. ensuite, je sais pas trop. Donc, ok, donc on fait attention, je reviens un peu sur le terrain dénivelé. On va faire attention bien sûr à la longueur de la marche. Hein. Ça va dépendre de notre public là aussi. Est-ce qu'on peut marcher seulement 4 heures par jour ou est-ce qu'on peut marcher 8-10 heures par jour? Ça va dépendre de notre public. Donc il faut voir un peu le temps de marche qu'on va faire. D'accord? Ensuite, on va faire un peu attention effectivement aux échappatoires. Ça, c'est très important. Lors de la réalisation de votre itinéraire, vous allez faire un itinéraire quel qu'il soit, il y a des endroits où il faut se dire, bon, si nous arrive un pépin et qu'il faut sortir de là, est-ce qu'on retourne sur nos pas ? Est-ce qu'on a un chemin de traverse qui nous permet de sortir et de retourner à la civilisation assez rapidement? Voilà, ça, il faut prévoir les différents échappatoires tout au long du parcours qu'on peut avoir. Ça, il faut bien noter. OK. Donc, l'échappatoire qui permet au secours de venir le plus rapidement près de vous ou vous aller plus rapidement vers les secours. Je ne suis pas sans vous dire, avertir, du moins vous le savez déjà, dans nos contrées, faire venir des secours en forêt, c'est mission impossible. Ni les pompiers, ni les gendarmes ne savent aller là où on va s'amuser. Donc, il faut, dans la mesure du possible, que ce soit nous qui leur apportons la personne qui est abîmée vers eux. Ce n'est pas toujours possible, hein. Il y a des fois on ne peut pas les déplacer et donc il faut qu'on aille chercher les secours et les ramener vers nous. Mais dans la mesure du possible, quand c'est, je ne sais pas, une luxation d'épaule, une entorse un peu sévère, etc., là, nous, on a les possibilités de nous approcher des secours et ne pas faire l'inverse. Sinon, on peut les attendre longtemps et 3 jours plus tard, ils ne seront toujours pas là. D'accord ? Donc ça, c'est important d'avoir des échappatoires, des itinéraires bis, de bien savoir lire vos cartes pour dire, OK, je suis là, où est-ce que je peux sortir sans trop de difficultés, en théorie, parce que des fois, entre la carte et le terrain, c'est pas ça, et pour pouvoir aller plus près des secours. Il faut peut-être faire attention à la météo. D'accord ? Oui.
Faire attention à la météo pour savoir si on va se prendre pendant 4 jours la flotte ou si finalement on se casse la figure. La météo pendant, avant et pendant avant l'itinérance et pendant. Hein, Excusez-moi. c'est pour ça que je vous ai demandé. Oui, Yvan? Alors, pour ne pas revenir sur l'itinéraire bis, on a vu l'itinéraire bis comme étant échappatoire par rapport aussi à un problème humain, mais aussi peut-être prévoir un parcours bis au cas où il y a un problème sur le terrain, par exemple, éboulement de dernière minute, et pour que les gens ne soient pas déçus, proposer un parcours bis afin de pallier. Oui, tout à fait. Vous allez avoir, par exemple, vous avez prévu une progression sur l'itinéraire à une certaine vitesse, etc. Et puis vous apercevez que vous ne pouvez pas tenir cette cadence-là. Donc il va falloir effectivement avoir des itinéraires bis en disant bon ben ok, si on ne peut pas faire ça, il va falloir que je prévoie une boucle plus petite ou bref une action différente pour pouvoir qu'ils continuent à faire leur itinérance, mais d'une façon plus réduite, parce que vous n'arriverez pas à faire ils n'ont pas la capacité physique que vous avez prévue ou qu'ils avaient dit qu'ils seraient ouais, nous on est les plus forts du monde, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et puis finalement, vous apercevez qu'ils ne sont pas forts du tout et qu'il va falloir changer de stratégie. Donc l'itinéraire bis, très important, hein, très important. Ça fait partie des échappatoires. OK. Donc, on a vu le public, on a vu la météo, le thème, ben oui, parce que les gens vont avoir peut-être des thèmes et vont dire, ben nous, on veut aller voir, je ne sais pas, ce qui nous intéresse, c'est faire tous les plus hauts sommets de la Guadeloupe, ou au contraire, ce qu'on veut aller, c'est aller marcher sur le littoral, etc. Ben ça va dépendre donc de leur volonté pour choix de l'itinéraire. Dénivelé, longueur, échappatoire, on a vu. Alors, une chose à laquelle il faut faire attention et qu'on oublie parfois dans le choix de l'itinéraire, c'est les traversées de rivières. Attention aux traversées de rivières. Beaucoup de publics sont très craintifs d'une traversée de rivière. D'accord ? Chez nous, en Guadeloupe et en Martinique, ça doit être pareil. Il y a peu de rivières où il faut passer sur un pont pour pouvoir passer, sauf en bas du côté des villes. Mais dès qu'on est dans la forêt, on met les pieds dans l'eau. Beaucoup de personnes sont très craintives de ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais choisissez bien l'endroit où vous traversez votre rivière. Connaissez bien votre itinéraire et choisissez bien l'endroit où vous traversez la rivière parce qu'il va falloir peut-être les aider. Et donc, s'il y a une traversée de rivière où on doit mettre de l'eau jusqu'aux genoux, pour vous, c'est rien du tout, mais pour eux, ça va être la fin du monde. Donc, choisissez bien les endroits où vous faites vos traversées de rivière. Bon, regardez bien ça. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais ce qu'on fait quand on prépare notre itinérance, une randonnée en général, mais une itinérance, on fait ce qu'on appelle un plan de marche. Vous savez ce que c'est qu'un plan de marche? Non, vous n'avez jamais vu ce que c'était qu'un plan de marche. Alors, je vais essayer de vous partager un exemple. Alors, c'est vraiment un exemple très basique, mais c'est un exemple qui veut bien dire ce que c'est. Alors, attendez 30 secondes que j'essaye. Ça, tac. Et là, pouf. Alors, tac. Un plan de marche, ça ressemble un peu à un truc comme ça. Alors là, c'est très pâle, je suis désolé. Mais je vais essayer de vous expliquer. Un plan de marche, quoi, si vous voulez, c'est un tableau qui permet de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait à quelle heure et à quel moment. Donc, c'est un tableau qu'on fait avec, d'un côté, sur une colonne, on met les endroits qu'on voit, c'est-à-dire on va commencer par exemple point de départ. Donc, je ne sais pas, on met point de départ. La première ligne, ça va être point de départ. Et on met notre heure de départ. Allez, je pars à 8 heures. OK ? Quand vous faites votre reconnaissance pour votre plan de marche.
Vous marchez pendant, je ne sais pas, 45 minutes. Là, par exemple, si je prends l'exemple qu'il y a sous le tableau de marche sous nos yeux, il y a 45 minutes. Au bout de 45 minutes, il arrive à, alors j'arrive même pas à lire, c'est marqué vieux hameau de je ne sais pas quoi. Donc, c'est un point de repère. Il dit, au bout de 45 minutes, on arrive à un point de repère qui est là, un vieux hameau, mais ça peut être, vous, un point de vue quelque part, ou traversée de rivière. Et puis, on repart, on remarche, on va remarcher encore pendant 1h15, et on va arriver sur le super figuier maudit, à laquelle on va peut-être faire une pause pour pouvoir expliquer un peu ce que c'est que le figuier maudit, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous marchez, vous allez noter le temps que vous mettez pour arriver de tel endroit à tel endroit, ce qui fait qu'à la fin de votre marche, vous savez combien de temps vous avez mis. Mais attention, c'est le temps que vous avez mis, vous. N'oubliez pas que vous avez du public et que vous avez un groupe. Quand vous marchez avec des bons marcheurs, mais avec un groupe de 4 personnes, c'est très proche de votre temps de marche. Mais quand vous êtes avec un groupe de bons marcheurs, donc les mêmes marcheurs, mais plus à 4, mais à 15, et bien là, il va falloir augmenter le temps de marche. Parce que pour passer sous l'arbre, qui normalement se fait en fraction de seconde, mais 15 personnes qui passent sous l'arbre, et bien vous perdez 3 minutes ou 4 minutes. Et ça va vite. Et on perd beaucoup de temps. Donc ça, il va falloir apprendre à gérer ça, le temps de marche de vos groupes. Ça dépend de la vélocité de vos participants, mais ça dépend aussi du nombre. Faites une randonnée tranquille que vous faites vous en 1 heure, vous faites le même avec 30 élèves, et ben vous en mettez 3 heures. C'est comme ça. C'est l'effet de groupe, c'est très long. Vous avez déjà vu, vous avez déjà fait des randonnées avec des groupes. Quand vous partez devant en tant que l'animateur, le dernier du groupe, quand il est nombreux, il part 3-4 minutes après vous, parce que le groupe s'allonge. Et donc, entre chaque étape, à chaque fois que vous allez faire un arrêt pour regrouper tout le groupe, vous perdez encore 5 à 6 minutes. Et ça compte énormément sur le temps de marche. Donc, faire un plan de marche, ça permet non seulement de savoir où on passe, combien de temps on y met, où est-ce qu'on va s'arrêter pour faire des pauses, où est-ce qu'on va faire des arrêts pour faire des regroupements. D'ailleurs, vous savez la différence entre une pause et un regroupement ? Un regroupement, c'est attendre les gens qui sont derrière, et une pause, c'est un lieu dit où on se donne un rendez-vous. Pas tout à fait. C'est sur la durée. C'est ça. C'est-à-dire qu'un regroupement, il faut attendre que tout le monde arrive, vérifier que les derniers arrivés ne sont pas trop fatigués, et normalement, un temps de pause, c'est là où on est censé discuter, avoir un point de vue, un point remarquable, se ravitailler, etc., quoi. C'est ça. La grande différence entre la pause et le regroupement, c'est que la pause, on va se reposer. On va s'arrêter, tout le monde va se rassembler et on va manger un petit morceau. On dit à tout le monde de ne pas oublier de boire un coup. On va discuter du joli arbre, du joli point de vue, du moulin, etc., etc. D'accord ? On fait une pause. On se repose. Un regroupement, c'est vérifier que tout se passe bien. C'est juste, on attend que tout le monde se regroupe, on fait souvent des regroupements au moment où on a des messages de sécurité importants à faire passer. Traversée de rivière, embranchement. Par exemple, vous arrivez à un embranchement, il y a une trace qui part sur la droite, une trace qui part sur la gauche. Si vous voulez que votre groupe reste uni et qu'il est important, il va falloir attendre à cet embranchement que tout le monde soit là pour que tout le monde prenne l'embranchement de droite ou de gauche, mais qu'il n'y en ait pas la moitié à droite, la moitié à gauche. D'accord ? Donc ça, c'est important. Le regroupement, c'est regrouper le groupe, d'une part pour voir s'il est toujours avec vous et qu'il tient le coup, mais pour faire passer des messages importants de sécurité. D'accord ? Ça, c'est 2 trucs différents. Donc, dans notre plan de marche,
il est important de faire de pointer ça. Ici, il faut que j'attende parce qu'il ne faut pas que les gens se perdent. Ici, il faut que j'attende tout le monde aussi pour passer la consigne de sécurité. Là, on va s'arrêter parce que ça fera vraiment, je ne sais pas, 2 heures qu'on marche. Il va falloir vraiment qu'il grignote un petit morceau. Voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, votre plan de marche, c'est de noter les endroits stratégiques où vous devez vous arrêter, où vous devez faire des pauses, des regroupements, là où vous allez bivouaquer, là où vous allez vous restaurer, et avec tout ça, avec un timing qui soit à peu près cohérent avec la vitesse où vous allez noter. Vous pourrez noter dans ce plan de marche les endroits où il faudra faire attention. Par exemple, à cet endroit, au bout de 3 heures de marche, on a un dénivelé très important. Donc, on va peut-être perdre du temps là, dans la montée. Voilà, ça peut être au bout de 5 heures de marche, il y a un arbre qui est effondré, il va falloir le contourner, on va perdre encore du temps là, de ce côté-là. Donc voilà, c'est ça le plan de marche, c'est de savoir qu'est-ce qu'on rencontre sur notre chemin, quel timing on va mettre et à quoi il faut faire attention. Dans votre préparation, là, vous avez un truc à préparer, vous n'aurez pas le temps d'aller sur le terrain pour aller voir l'état du terrain, etc. Par contre, vous pouvez quand même faire un plan de marche en connaissant à peu près votre vitesse de progression, parce que vous êtes des pros et vous commencez à connaître votre vitesse de progression. Mais vous pouvez noter aussi, attention, à tel endroit, il y aura un dénivelé, parce que sur le plan qu'on va vous donner, la carte IGN, vous aurez des courbes de niveau, et vous vous dire, attention, là, j'ai du dénivelé, donc il faut peut-être que je le mette sur mon plan de marche. À tel endroit, j'ai un dénivelé, là, j'ai une traversée de rivière. À cet endroit, ça me paraît sympathique de faire un bivouac, parce que c'est plat, que c'est à côté d'une rivière et autres trucs comme ça. Tout ça, ça doit être noté sur votre plan de marche, d'accord ? OK ? Vous pouvez aussi vous aider quand on n'a pas la vision, quand on débute, on n'a pas forcément la vision du relief en regardant la carte. On peut s'aider à faire un profil, le profil de l'itinéraire, avec en abscisse la distance, le nombre de kilomètres ou le nombre de mètres, et en ordonnée, le dénivelé. Et puis, vous faites votre graphique, hein, et puis vous allez voir comme ça quelle va être la difficulté par rapport au kilométrage que vous faites, la difficulté pour monter. Quand on a l'habitude, après, rien qu'en regardant la carte, on arrive à s'en sortir. Mais au départ, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de sortir, pour avoir la vision sur une courbe de dénivelé de ce qu'on va faire. D'accord ? Donc ça, réaliser un plan de marche, ça peut être intéressant. Donc là, le petit tableau de plan de marche, je demanderai à Jean-Pierre aussi, je vais lui envoyer par mail, je lui demanderai de le mettre sur le site aussi. J'en avais un bien plus performant, je l'ai cherché hier, je ne l'ai pas retrouvé. Bon, c'est pas grave, si je le retrouve d'ici là, je demanderai à Jean-Pierre de vous le mettre en ligne. OK ? Alors, quelle heure il est que Oula, déjà 9h15. Donc voilà pour le choix d'itinéraire. Donc ça, vous avez à peu près toutes les données pour pouvoir faire votre choix d'itinéraire. Troisième et dernière partie de l'organisation, c'est un peu la logistique. La logistique, c'est pareil, elle va dépendre de ce que vous allez choisir comme randonnée. C'est là où je vous parlais tout à l'heure des 3 types d'itinérance que moi je fais. Je fais une itinérance grand public. L'itinérance grand public demande une logistique énorme. Il faut tout prévoir parce qu'ils sont capables de rien. Il faut donc tout faire pour eux. Et donc, on va voir un peu, on va d'abord regarder tous les éléments qu'il faut voir dans la logistique. Et puis, quand on aura listé un peu tout ça, vu tout ça, je vous dirai comment moi, j'organise par exemple une randonnée tout public. Pourquoi tout public ? Parce que c'est là où il y a plus de logistique à mettre en place.
D'accord? Il y aura plus d'éléments. Après, je pourrais aussi vous expliquer comment je fais une randonnée plus normale, plus tranquille, mais en logistique, ça demande moins d'éléments. Alors, je vais vous écouter, comme d'habitude, pour la logistique. À quoi il faut faire, à quoi il faut penser et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que tout ça se passe bien. Allons-y. Un parking au départ. Parking au départ. Ouais, pourquoi pas. Ça veut dire que tous les participants arrivent sur le lieu et vont se garer au point de départ. OK? Faut penser à une voiture aussi, enfin la logistique pour penser à une voiture à l'arrivée si c'est pas une boucle. Ouais. Tout à fait. Quoi d'autre? D'accord, ok. Donc, je vais prendre la parole alors. Il faut penser à tout le matériel. Comme on disait tout à l'heure, sécurité, alimentation, réapprovisionnement. Si c'est nous qui gérons tout, c'est ce que tu dis, le grand public, on gère tout. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, comme Yvan disait, éventuellement une voiture ou un bus à l'arrivée ou à des points intermédiaires, voilà, pour transporter du monde qui abandonne ou pour ramener du matériel. Voilà. On voit qu'il y en a qui ont déjà un peu d'expérience d'organisation, hein, Monsieur Frédéric, notre trailer local. Ouais, très bien. OK. D'autres remarques? J'ai vu, je crois que c'est Samuel qui avait un petit truc à dire. Non, mais ça, en fait, c'est un peu ce qu'a repris Frédéric, puisqu'en fait, c'est ce qu'on fait aussi dans l'organisation des courses de trail. Dans des points où, sur le circuit, on sait que c'est pas très loin et on peut récupérer du monde en difficulté, on met généralement un véhicule de secours, en fait, ou un véhicule qui est capable, un tout-terrain généralement, hein, parce qu'on a des traces forestières. Qui peut aller récupérer du monde qui serait blessé ou éventuellement, effectivement, comme a dit Frédéric, apporter du matériel, soit de l'eau ou des trucs comme ça, quoi. Très bien. Ouais, ça c'est assez important. OK. Donc on va récapituler. On va commencer par les transports. Alors le transport, à vous d'y penser. Comment on s'organise? Est-ce qu'il y a un bus qui vient récupérer tout le monde quelque part et puis avec ce bus, on va au point de départ et puis on part dans la forêt pendant 4 jours et puis ce bus vient nous récupérer de l'autre côté? Ou c'est en boucle, il revient nous chercher ailleurs? Ou les voitures sont à un endroit, c'est une boucle, on revient à nos voitures? Bref, il y a tout ce qui est la logistique du transport. Il faut y penser, savoir comment on s'organise. Donc ça, il y a mille et une façons de s'organiser. Dans tout ce qui touche transport, il y a ce que viennent de dire Frédéric et Samuel au niveau des véhicules de secours, ce que j'appelle véhicules de secours. Là, ça va dépendre de votre itinérance, hein, mais quand on fait par exemple du grand public, comme moi, on croise régulièrement des routes carrossables et donc on se débrouille pour pouvoir que régulièrement on ait un véhicule, ce que j'appelle un véhicule de secours, qui soit là, soit pour redistribuer de l'eau, soit pour redistribuer des barres de céréales, de l'alimentation, des fruits, etc. Et pour récupérer éventuellement la personne qui dit bon ben voilà, moi j'ai ma dose, c'est trop par rapport à ce que je pensais, ou alors je me suis fait mal, je peux plus, ben je veux qu'on m'amène à ma zone de bivouac et puis on verra demain matin si je peux repartir. Bref, voilà. Donc ça, tout ce qui est transport, il faut y penser de départ, d'arrivée ou en cours de route, parce que ça c'est une logistique qui est assez lourde à prévoir.
Donc, non seulement il faut prévoir ça, mais il faut prévoir, alors quand c'est des transports en commun, le bus, etc., normalement, ça ne se passe pas trop mal. N'oubliez pas de mettre sur votre portable le numéro du chauffeur ou le numéro du patron du chauffeur de bus, parce qu'il n'est pas rare que le chauffeur ne soit pas là à l'heure ou que le bus il s'est gouré de lieu de rendez-vous, etc., que vous ayez les moyens de les contacter assez facilement. N'oubliez pas de mettre ça sur votre téléphone. Quand vous avez des véhicules de secours, il faut prévoir donc une personne supplémentaire qui va conduire ce véhicule. Qui, dans votre logistique et dans votre tarification, cette personne, il va falloir la rémunérer à un moment ou à un autre, ou l'indemniser. Et donc, il faut le prévoir parce que c'est une personne en plus qui va être presque 24/24 en alerte au cas où vous l'appeliez pour qu'il vienne chercher une personne. Donc ça, il faut y penser. L'alimentation, on en a déjà parlé avant, donc on ne va pas retomber dessus. L'alimentation, que ce soit une alimentation individuelle ou en groupe, mais ça peut être aussi une alimentation livrée, portée. Alors, je vous donne un exemple encore. En fait, je vous donne l'exemple au fur et à mesure. Je pensais que j'allais vous le donner à la fin, mais c'est mieux qu'on en parle au fur et à mesure des éléments. Par exemple, moi, quand je fais mon itinérance grand public, les personnes marchent à la journée super légères. C'est-à-dire qu'elles ont dans leur petit sac à dos le strict minimum, leur eau, bien sûr, leurs vêtements de protection, bien sûr, leur trousse de secours individuelle obligatoire, et puis leur sandwich du midi, ou le repas du midi. D'accord ? Le repas du soir, il est livré. On arrive à notre zone de bivouac, elles ne portent rien parce que leur matériel de bivouac est transporté sur le lieu de bivouac. Il arrive là, ils n'ont pas besoin de le transporter, et le repas, il arrive tout chaud. Il y a un traiteur ou un livreur qui arrive, hop, il nous dépose ça, les gens mangent, on remballe ça le soir. Le matin, il y a un traiteur qui arrive, qui nous dépose le petit déjeuner. On prend le petit déjeuner, il nous apporte les sandwichs du midi, on met les sandwichs dans les sacs à dos et on repart. Donc, tout est traité à l'avance, tout est prévu à l'avance. Donc, les clients et vous-même, d'ailleurs, dans la journée, vous avez besoin de vous occuper de rien. Et le soir, vous avez besoin de vous occuper de rien. Tout a été prévu en amont. D'accord ? Pour les repas, le transport du repas, etc. Donc, le jour pendant l'itinérance, c'est vachement pratique. Ça vous libère vraiment d'une charge parce que faire les repas après une journée de marche, c'est jamais très drôle. Mais ça ne peut pas se préparer, ça ne peut pas se faire toujours partout. Et par contre, ça demande du travail en amont qui est assez fastidieux et un peu long. Cependant, ça peut être fait même dans des conditions assez compliquées. Pour ceux qui connaissent la Guadeloupe et qui connaissent le GRG1 et les 5 refuges de la montagne de la Guadeloupe, à une époque, ça fait longtemps qu'on ne fait plus ça, mais à une époque, on organisait la réalisation du GRG1, mais pour du public qui n'était pas très averti, suffisamment costaud, mais pas très averti, pour les alléger, on louait les services d'accompagnateurs en montagne pour qu'ils montent les repas au refuge. Ce qui fait que les participants, ils n'avaient pas le repas à transporter, pas de but à gaz à transporter, ils arrivaient au refuge, le repas était déjà là, tout prêt, même avec l'apéro. Et donc, ils arrivaient, ils n'avaient plus qu'à mettre les pieds sous la table, s'installer pour dormir, ils dormaient. Et le lendemain, l'accompagnateur en montagne redescendait le repas et allait dans le refuge suivant pour pouvoir tout préparer. Donc, c'est faisable, mais ça a un coût. Et ça demande une logistique et une préparation importante à faire. Donc, même dans des conditions assez difficiles, ça peut se faire. Il faut le préparer. D'accord ? Donc ensuite, vous m'avez dit quoi ? Le matériel. Oui, le matériel. Comme je vous dis, le matériel, que ce soit le matériel de bivouac ou de repas, il peut être transporté. Alors,
pas dans tous les itinérances, mais ça peut se faire. Il peut y avoir un véhicule qui est chargé le matin et qui, le soir, vous dépose tout sur votre lieu de bivouac, si vos lieux de bivouac sont dans une zone où un véhicule peut venir vous apporter tout ça. Ça peut être assez sympathique. C'est des itinérances, comme je vous en parlais vendredi dernier, je crois qu'on parlait du tourisme, qui est de plus en plus recherché. Hein, il y a des gens qui aiment… Oui, Nico? Et dans notre bivouac qu'on doit organiser, est-ce qu'un des soirs, on peut faire ça, genre s'organiser pour que, je ne dis pas que c'est ça que je vais faire, mais c'est juste pour savoir quelles sont toutes nos éventualités. Est-ce qu'on peut s'organiser pour effectivement avoir quelqu'un qui nous apporte, enfin faire une organisation comme ça? Pour le TP que vous avez à faire là pour la fin de la semaine ou la semaine prochaine, c'est ça? Oui. J'en sais rien parce que je suis pas, moi je suis juste formateur, je suis pas organisateur, je sais pas ce que disent les textes. Mais moi, en tant que formateur, je trouverais ce sera bien que l'un du groupe dise ben voilà, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités, mais cette possibilité est faisable aussi. Peut-être que dire ben moi je choisirais de bivouaquer à tel endroit et à tel endroit, et qu'on a une logistique qui vient nous apporter le matériel parce qu'on peut le faire, il explique pourquoi on peut le faire, etc. Même si techniquement la randonnée que vous ferez la semaine prochaine, ce n'est pas celle-là qu'elle sera faite parce que ça ne sera pas organisé comme ça, mais que vous soyez capable de l'organiser sur le papier, ça montrait une ouverture d'esprit. Moi, ça me plairait, mais je ne sais pas. Alors là, il faut demander ça à Jean-Pierre ou à Madi, ou je ne sais pas qui coordonne tout ça, si c'est à faire. Moi, ça me paraît très logique. Quoi, que tout le monde fasse comme une présentation comme ça ne serait pas drôle, mais qu'il y en a un ou deux qui fassent des présentations avec une logistique un peu différente, avec transport de matériel ou transport de bouffe, etc., ça sera original et ça me permettrait de voir si tu as pensé un peu à tout. Et donc, ça me paraîtrait original. Moi, ça me paraîtrait assez bien. Voilà, mais c'est mon avis propre. Hein. OK. J'en étais où? Et transport du matériel, ouais, je vous disais, donc nous, on transporte le matériel pour les randonnées faciles. C'est les randonnées en itinérance qui sont à la mode maintenant, hein, qui deviennent de plus en plus. Les gens veulent bien marcher plusieurs jours, mais avoir un certain marché plutôt léger et avoir un confort, même si c'est sommaire, avoir un confort certain qui est à l'arrivée. Quand je pense à un certain confort à l'arrivée, ça va être dans la logistique, le point suivant, c'est tout ce qui touche à la santé et à l'hygiène. Donc les trousses secours, on a vu que la trousse secours était individuelle, même si l'accompagnateur a la trousse secours commune, qui n'est pas beaucoup plus grosse en tout cas qu'une trousse secours individuelle, hein, puisque vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, vous allez la prendre ces jours-ci, vous n'avez pas le droit de donner des médicaments. Donc c'est un peu compliqué. On vous demande de porter un certain nombre de choses que vous n'avez pas le droit de donner, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc la trousse de cours, elle doit avoir un minimum, mais pas quelque chose d'énorme. Et au niveau de l'hygiène, donc prévoir ce qu'il faut pour que les gens, quand ils arrivent après une journée de marche, puissent se débarbouiller. Donc, avoir des citernes d'eau pour au moins se débarbouiller, même si ce n'est pas pour boire, avoir une rivière pour pouvoir se baigner dedans, ou alors, si vous faites des randonnées en itinérance tout public comme moi, de choisir des lieux de bivouac où on ait des douches, des WC, pour que le public puisse se faire leurs affaires tranquillement. Alors, s'il n'y a pas de douche, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir des sites d'itinérance à l'endroit où tu voudrais faire ton bivouac avec des douches, qu'il y ait au moins un point d'eau pour pouvoir y brancher un bout de tuyau et que les gens se douchent au tuyau. Voilà. Et le plus important dans une itinérance, c'est surtout les toilettes, les WC. Pour les personnes, quand c'est des publics qui n'ont pas l'habitude, leur demander d'aller faire leurs besoins derrière un arbre, au secours, où est-ce que je suis tombé? Je ne suis pas Indiana Jones, je ne sais pas faire.
Donc, quand c'est du tout public, il faut, même s'ils arrivent à se passer de la douche et de se doucher avec un tuyau, ils trouvent ça fun, ils trouvent ça Koh-Lanta, leur faire un besoin derrière un arbre, ça passera pas. Donc, il leur faut au moins des toilettes. D'accord ? Ensuite, je pense à une chose avant que j'oublie. Dans votre public, faites attention au public que vous transportez, que vous emmenez en itinérance. Attention, il y a certains publics où la réglementation vous oblige d'avoir justement un certain nombre d'hygiènes obligatoires au lieu de bivouac. Je pense principalement aux jeunes publics, où vous serez obligé d'avoir des douches. Le tuyau ne fonctionnera pas. Obligé d'avoir des toilettes. C'est une obligation légale. Donc, il faut bien y penser. Donc, il y a certains publics, il faut faire très, très attention, principalement aux jeunes publics. Ça, c'est les nouveautés de la modernité. Moi, quand j'étais jeune, il y a 35 ans, on pouvait emmener des gamins passer une semaine au milieu de la forêt. Personne ne nous demandait rien. Maintenant, vous ne pouvez pas. L'État vous l'interdit. Vous n'avez pas le droit d'aller vous promener, passer une semaine avec des gamins au milieu de la forêt. Ça, non. S'ils n'ont pas la possibilité de téléphoner à papa, maman le soir, s'ils ne peuvent pas avoir un abri sûr, c'est interdit. Même les scouts, ouais. Et même les scouts, c'est ça. Moi, j'ai quitté le mouvement scout parce que justement, la réglementation est devenue trop sévère. Ils doivent obligatoirement avoir un endroit pour pouvoir se protéger en cas de mauvais temps. Ils doivent avoir obligatoirement des douches. C'est devenu insupportable. Pour moi, c'est pas le mouvement scout, c'est pas ça. Donc, j'ai quitté le mouvement scout à cause de ça. Et j'ai une question aussi, parce Ouais. que j'avais fait un séjour en itinérance dans les Alpes. Et justement, pour la grosse commission, on va dire, ils nous demandaient d'avoir un sachet, parce qu'on ne doit pas laisser, des choses en fait, derrière nous. Et ça, c'est propre aux Alpes, à la réglementation parce que c'était peut-être une zone protégée, enfin un parc, je ne sais pas. Ouais, il faut effectivement. Alors ça, c'était une des choses que j'allais vous présenter. Je vous allais dire dans la logistique. Faites attention aux milieux traversés. Regardez les réglementations des milieux traversés. Vous traversez un parc, attention à la réglementation. Vous traversez une réserve naturelle, attention à la réglementation. Vous avez l'intention de bivouaquer sur un terrain qui appartient au Conservatoire du littoral, n'oubliez pas de demander les autorisations. D'accord ? Il faut demander les autorisations aux mairies, aux gestionnaires des sites que vous traversez, aux propriétaires, si c'est un propriétaire privé. N'oubliez pas ça, ça demande du temps de demander des autorisations. Justement, pour notre Oui. bivouac, comment on fait si c'est un parc, si c'est un truc et qu'on veut bivouaquer là, mais comment on fait pour demander puisque c'est à une semaine comme ça, c'est chaud de demander l'autorisation maintenant, hein. Je trouve que c'est un peu tard quand même, non? Je sais pas. Est-ce qu'ils vous ont, si c'est une zone dans la forêt départementale, etc., tant que c'est du bivouac, il n'y a pas de besoin de demander d'autorisation. Voilà, mais ça dépend des zones où ils vous ont mis ça. Si c'est dans une réserve naturelle, il va falloir prendre le téléphone, appeler en urgence la personne et puis et demander l'autorisation. Je ne sais pas. Je peux pas. Je n'ai pas je ne sais pas où est-ce que vous allez, où est l'endroit où vous allez travailler. Je ne connais pas. D'accord ? Bon, sur ce, en théorie, normalement, tant que c'est du bivouac, on n'a pas le droit de vous refuser. Mais il faut demander l'autorisation. Normalement, ils ne vous refusent pas, mais il faut demander l'autorisation. Sauf si c'est une zone tout à fait particulière. Je sais pas, une zone de ponte pour des oiseaux particuliers, c'est la période de ponte, donc là, ça va être refusé. Mais Excusez-moi, une autorisation écrite. la plupart du temps, il faut une autorisation écrite, oui. D'accord. Même si c'est un mail, ça fonctionne. Hein. Ok, d'accord. D'accord.
Ouais, les autorisations, transport, c'est fait, alimentation. On était dans la santé, l'hygiène, ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu me disais, Thérèse? Je voulais y répondre et j'ai oublié. On a passé à autre chose. Elle me parlait. Oui, c'était par rapport au sachet pour la grosse commission. Ouais, c'est ça. Voilà, merci. Les sachets. Alors oui, ça va dépendre de la réglementation du lieu où vous êtes. Et ça dépend aussi pas forcément de la réglementation, mais si vous bivouaquez dans un lieu où il y a peu de terre, voilà, il n'y a pas de substrat. Vous êtes sur des pierriers où il y a peu de substrat. Donc, c'est embêtant. Parce que faire sa grosse commission, c'est quoi? C'est faire un petit trou, faire ses affaires dedans et enterrer son machin. D'accord? Donc, ça peut se faire. Mais il y a des zones, je pense aux Pyrénées ou dans les Alpes, où ce n'est pas faisable. Parce que tu as des pierriers partout. Et donc, si tu fais ça, au bout d'un moment, si tout le monde fait son bivouac, après, ça va être un champ de crottes partout. Et donc, ça ne va pas être admissible. D'accord? Donc, on peut demander à ce que ça soit fait dans des sacs plastiques. Et après, le sac plastique, il faut le transporter. Quand c'est plusieurs jours, voilà, c'est pas simple non plus. Donc, il faut enterrer nos petites affaires et les mettre quelque part où non seulement on ne les voit pas, mais que ça ne dérange pas. C'est-à-dire en dehors du sentier. Ouais. Oui. Et à plus de 50 mètres d'un cours d'eau. Oui, voilà, et assez loin des cours d'eau, le plus loin possible des cours d'eau. Ne pas polluer. Dans nos territoires, sous les tropiques, on a la chance, c'est que ça se décompose super vite. Si vous faites ça en forêt, vous faites votre petit trou, vous mettez ça dedans, vous fermez. Si vous ne laissez pas le papier, parce que le papier, là, vous pouvez le ramasser, par contre, et le mettre, parce que le papier, c'est sec, vous pouvez le mettre et transporter dans un petit sachet poubelle. Ça, c'est transportable. Mais la grosse commission, elle se décompose en 24 heures. En 24 heures, elle a disparu. D'accord ? Donc, chez nous, ça va assez vite. Quand vous faites ça sur un pierrier dans les Alpes, surtout en hiver, ça ne se décompose pas. Il va falloir des semaines et des semaines et des semaines que ça se décompose. Et donc, le prochain qui passe à côté, pas très gai comme truc, pas très gai. D'accord ? Donc, au niveau logistique, on a dit l'alimentation, c'est fait, transport, on a vu. Réservation des sites de bivouac. Donc, ouais, quand vous faites du bivouac, quelle heure il est ? Quand vous faites du bivouac pour tout public, vous êtes obligé d'être dans des zones qui ne sont pas très loin des habitations. Donc, il faut faire des réservations. Par exemple, si c'est des sites, des propriétés qui appartiennent au département, il va falloir demander l'autorisation. Et ça, il faut plusieurs mois de préparation parce que le département, c'est long à réagir. Ils ont une convention à faire signer, des papiers, il faut que ça vienne chez vous, que ça parte chez eux, etc. C'est un boulot de préparation assez long. D'accord ? Transport du matériel, on a vu. Santé, trousse secours, on a vu aussi. Liste du matériel de participants. Alors, dans la logistique, même si on a vu tout à l'heure les différentes choses que le participant doit emmener, ce qu'il faut, c'est faire la liste claire et nette sur un papier que vous allez envoyer à vos participants pour être sûr qu'ils n'oublient rien. D'accord ? Donc ça, il faut que vous le notiez noir sur blanc quelque part et que vous l'envoyez en disant, voilà, n'oubliez pas ci, n'oubliez pas ça, ne prenez pas ci, ne prenez pas ça, etc. etc. D'accord ? Qu'ils évitent d'emmener n'importe quoi et qu'ils oublient les choses. Du moins, s'ils les oublient, ça ne sera pas de votre faute parce que vous l'aurez écrit. D'accord ? Alors que si vous le dites par oral, vous dites, ah oui, mais moi, je n'ai pas entendu. Moi, je te l'ai envoyé, je te l'ai écrit. Donc, si tu ne sais pas lire, ça devient compliqué. Mais excusez-moi, mais dans ce cas, si quelqu'un, vous avez envoyé pas écrit, mais arrivé le jour J, quand même la personne n'a pas, est-ce qu'on a le droit parce que on peut dire, vous l'avez oublié, ça c'est votre problème, mais le problème c'est que arrivé
sur notre trajet, s'il y a un souci, ça reste quand même un problème. Si c'est un bivouac sous tente et qu'il n'a pas de tente, vous ne pouvez pas l'emmener, le gars. D'accord, Sauf si vous avez une tente à lui prêter. S'il vient et puis qu'il n'a pas ses chaussures ou qu'il vient en mocassin pour faire son itinérance, ben, il va falloir le refuser parce que vous ne pouvez pas l'emmener. D'accord ? Il y a des choses qui sont indispensables. Qu'il n'ait pas, je ne sais pas, qu'il n'ait pas sa serviette ou qu'il n'ait pas son tube de dentifrice, qu'il l'ait oublié. Bon, ben, c'est pas grave, ça se partage. Ou du moins, voilà, il y a des choses qui sont moins graves que d'autres. Mais il y a des trucs qui sont indispensables. S'ils ne les ont pas, voilà, vous êtes coincé. D'accord ? Ouais, Fabrice, tes nu-pieds, s'il te plaît, t'es gentil. Mais c'est une bonne question, Fabrice. C'est un truc très, très pertinent. Quelqu'un qui vous dit, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de marcher nu-pieds et je n'ai pas de chaussures, personnellement, je le refuse. Personnellement, je le refuse parce qu'il va peut-être marcher 2 heures nu-pieds, très bien, mais marcher 4 jours nu-pieds, ça risque d'être compliqué. D'accord ? Donc voilà, ça peut être un pro et il sera peut-être tout à fait capable de le faire. Il marchera peut-être pieds nus, j'en sais rien. Mais du moment qu'il ait ses baskets dans le sac à dos, pour pouvoir, au cas où il commence à avoir mal aux pieds, qu'il puisse se chausser. Mais s'il commence à avoir mal aux pieds, même quand il a mal aux pieds et qu'il met ses chaussures, il va continuer à avoir mal aux pieds. Donc c'est un problème. Moi, on marche avec des chaussures. Encore 2 choses dans la logistique à ne pas oublier. Vous devez avoir les coordonnées de chacun. C'est-à-dire que chaque participant doit vous transmettre obligatoirement son numéro de téléphone. C'est le minimum légal. D'accord ? Vous devez l'avoir sur vous. D'accord ? C'est un truc important. De même, suivant la logistique que vous avez, vous allez pouvoir fournir à vos participants déjà votre numéro de téléphone, mais en plus le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe des véhicules de secours, par exemple, le numéro de téléphone de, je ne sais pas, quelqu'un qui est en permanence à l'écoute au cas où vous auriez un accident, qu'ils aient un numéro de téléphone pour appeler à l'aide. Bref, il va falloir remettre à vos participants un certain nombre de numéros de téléphone pour que vos participants sachent qui appeler s'il y a un souci. D'accord ? Et vous, avoir les numéros de téléphone de tout le monde. À portée de téléphone. Hein. Donc, soit vous faites une fiche plastifiée, soit vous rentrez tout dans votre téléphone, mais il faut avoir tout très rapidement sous les yeux. Ensuite, n'oubliez pas dans votre logistique la présentation de l'itinérance. Vous allez devoir présenter à votre public ce que vous allez leur faire faire. Donc, le parcours, ce que vous comptez leur faire voir, le temps que ça va mettre, la difficulté, etc., etc. Vous avez une présentation à faire. D'accord ? Si vous pouvez y ajouter des photos, vous y ajoutez des photos. Si vous pouvez y ajouter des graphiques, vous y ajoutez des graphiques. Faites quelque chose qui soit un peu ludique pour que les gens, ça les intéresse. Ok ? Vous faites un fond de carte avec l'itinéraire dessiné dessus. C'est quand même assez intéressant pour un futur participant. Ok ? Voilà, pour la logistique, on a fait à peu près le tour. Quelle heure il est à peu près ? D'accord, moins le quart. J'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a à voir. Je suis en train de réfléchir. Donc, oui, moi, je vous ai dit donc, les 3 types de bivouacs que je fais, c'est soit les bivouacs très sportifs, c'est-à-dire que les gens sont capables de le faire et ils partent 5 à 6 jours en totale autonomie. Totale autonomie, c'est-à-dire qu'ils partent avec l'eau pour 5 ou 6 jours, ou du moins, on prévoit sur le parcours des zones pour pouvoir remplir les bouteilles, les camelbacks, d'accord ? Ils partent avec leur propre bouffe. Donc, dans ce cas-là, dans ce genre d'itinérance,
Le lyophilisé est quand même largement utilisé et maintenant on fait des trucs qui ont à peu près du goût. Avant, on disait que c'était du poulet ou des haricots verts, ça avait le même goût. Voilà, maintenant, ça commence à avoir à peu près une saveur un peu différente. Vous pouvez, dans la logistique, parce qu'ils vont dire, si vous leur dites achetez des repas lyophilisés, etc., donnez-leur des adresses d'achat de lyophilisés. Parce que la plupart du temps, ils disent mais oui, j'achète ça où voilà, il en faut combien. Il faut vraiment materniser tous ces mondes-là. OK. Donc, dans ces sportifs, ouais, il faut penser donc à ces histoires de bouffe. Le transport de vêtements. Transport de vêtements quand vous partez en totale autonomie sur plusieurs jours. Totale autonomie, c'est-à-dire que vous transportez tout sur plusieurs jours. Le transport de vêtements, c'est 1, volumineux, 2, c'est du poids. Ma technique personnelle, c'est de toute façon, je vais marcher, je vais puer. On va transpirer, quoi qu'il arrive, transpire. Donc, que je pue un peu, beaucoup ou passionnément, je vais puer. Donc, mes affaires de marche, c'est mes affaires de marche. Je les mets 5 jours d'affilée. De toute façon, ils seront boueux. Ils seront crades, ils sentiront mauvais. Je ne m'ennuie pas. Je mets tous les matins les mêmes vêtements boueux, qui puent, qui sont. Alors, je vais en avoir peut-être un, s'il est très très léger, c'est au cas où un t-shirt qui se déchire, un pantalon, les leggings, vous savez, les leggings qui sont très légers, qui sèchent facilement, qui nous protègent des coupures, des herbes coupantes. S'il y en a un qui se déchire, je vais peut-être, comme c'est assez léger, je peux enrouler un deuxième de secours sur moi, ou en avoir un long et un court. Voilà. Mais les vêtements de secours, les vêtements de randonnée, je garde les mêmes pendant 5 jours. Je vais peut-être changer de paire de chaussettes et encore. Je me débrouille pour la nettoyer, l'étendre et puis la remettre mouillée le lendemain matin parce que de toute façon, vos chaussures, elles seront mouillées sous nos tropiques. En tout cas, on marche. Il y a toujours des rivières à traverser. Il y aura toujours vos pieds seront toujours mouillés. Donc, que vous mettiez des chaussettes sèches dans des chaussures mouillées, elles vont être mouillées. Donc, mettez des chaussettes mouillées dans les chaussures mouillées, vous serez les pieds mouillés. Voilà, ça ne va rien changer. Vous allez gagner 2 secondes. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Donc, il faut s'alléger au maximum. La seule chose que vous devez avoir, absolument, c'est d'avoir des vêtements secs pour le soir. Vous devez, et votre public doit se coucher avec des vêtements secs. D'accord ? Donc, bien leur expliquer comment on met des vêtements dans quelque chose de sec et dans des sacs poubelles. Maintenant, il existe chez Decathlon ou d'autres trucs, des petits sacs ça ne coûte pas cher du tout. À moins de 5 €, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur, c'est waterproof, etc. Ça ne prend pas de place, c'est léger, c'est pas cher. Mais des sacs poubelles, ça fonctionne très bien. Si vous l'enroulez et vous fermez bien, ça marche bien. Dites-leur c'est pareil, le sac de couchage. Vous couchez dans un sac de couchage mouillé. Je ne sais pas si vous l'avez fait une fois, mais vous ne le faites pas 2 fois. Hein. Vous l'avez fait une fois dans votre vie, c'est fini, vous ne le refaites plus. Hein. Donc, mettre le sac couchage dans des zones, dans des sacs de protection, tout ça protégé. Parce que la protection de votre sac à dos, là, vous savez, la bâche qui se déplie, qui se met sur votre sac à dos, sous les pluies tropicales, ça dure, 5 minutes, 10 minutes. Allez, puis après, l'eau passe à travers et votre sac à dos, il est mouillé dessous quand même. Donc, il faut, même ce qui est à l'intérieur, tout doit être protégé. Hein, vos téléphones, les trousses de secours doivent être dans une boîte hermétique. Voilà, tout doit être hyper protégé, non seulement pour vous, mais dites-le à vos participants et donnez-leur les techniques. D'accord ? Soit ils achètent du matériel, soit un sac poubelle qu'on ferme bien. OK ? N'hésitez pas aussi à donner les techniques de réalisation d'un sac à dos. Comment on met les choses dans votre sac à dos pour que le sac à dos soit plus confortable possible et le plus facilement transportable.
Hein, il y a des choses lourdes qui se mettent à des endroits et d'autres à d'autres qui doivent être facilement prenables et d'autres pas. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore vu, j'espère que vous le verrez. Et si vous ne le voyez pas, eh ben, vous dites à Jean-Pierre de me donner 1 heure supplémentaire pour que je vous explique comment on fait un sac à dos. OK ? Donc voilà. Si vous avez des questions, je suis là encore quelques minutes pour vous. Oui, moi je voulais juste. Ouais. J'avais un questionnement parce que, en fait, dernièrement, j'ai appris que dans les assainissements, eh ben, quand ils traitent l'eau pour rejeter l'eau, ils n'arrivent pas à éliminer certains produits comme le Doliprane, le médicament, certains trucs comme ça. Donc, au final, quand on va faire ses besoins dans la nature, il y a tout un questionnement aussi à savoir, est-ce que j'ai pris des médicaments? Parce que dans notre nourriture, on a des éléments des fois qui peuvent altérer le bon fonctionnement de la nature. Moi, j'ai appris que, par exemple, il y a des produits, des médicaments que on prend, que quand ça arrive dans la mer, quand c'est rejeté, puisque les assainissements n'arrivent pas à tout éliminer. Donc, si nous-mêmes, on lâche ça naturel, même dans la nature, ça peut aussi faire des altérations, ça peut... Enfin, voilà, quoi. Donc, en fait, je pense qu'il vaut mieux aussi, dans les bivouacs, favoriser une alimentation peut-être de produits comment dire, euh, bon, voilà quoi, de produits bons, des produits qui se dégradent bien. Et puis, Bien sûr, bien sûr. Cependant, on ne peut pas gérer ce que les gens prennent comme médicaments parce qu'ils ont peut-être des pathologies, etc. Et tu ne peux pas leur demander de mettre un bouchon dans leur arrière-train pour tenir pendant 5 jours afin qu'ils ne fassent pas leurs besoins en pleine nature. Je comprends bien la problématique, qui est une problématique réelle. C'est pour ça qu'on disait il faut faire nos besoins loin des cours d'eau pour pas que ça descende dans les cours d'eau, mais c'est une pollution qu'on ne pourra pas éviter quoi qu'il arrive, en espérant qu'elle soit pas trop importante et que ça n'agisse pas trop sur le milieu. Et effectivement, si on peut partir, je pense à l'alimentation, comme tu disais, si tu peux partir, et le nombre d'entre nous, au moins des accompagnateurs ici localement, préparent leur propre repas au lieu d'acheter du lyophilisé, on dessèche nos aliments nous-mêmes, on fait des bananes séchées nous-mêmes, on dessèche nos propres aliments, etc. On fait nos propres tambouilles. On ne peut pas demander, à moins que tu le fasses pour eux, à des participants de créer leur propre alimentation et de ne pas acheter du lyophilisé, parce que dans le lyophilisé, tu vas peut-être avoir des conservateurs qui vont ressortir à un moment ou à un autre. Bon, on est quand même limité par nos possibilités dans ce cas-là. Mais bon, tant qu'on peut, on essaie de faire au mieux. Oui, Samuel, tu avais levé la main tout à l'heure. Ouais, en fait, c'était un petit peu pour rapprocher un petit peu de ce que tu disais, parce que le tout zéro, on ne pourra pas le faire. Mais bon, Nico, sois pas trop pessimiste non plus, puisque tu contribues quelque part aussi à refaire des forêts ou à replanter, puisque la petite goyave que tu vas manger, que tu vas aller chez 50 mètres plus loin, bon, c'est un goyavier que tu mets pour la prochaine personne qui passe. Bon, il y aura des fruits à récolter là. Donc, quelque part, ça contribue aussi à l'équilibre naturel, quoi. Donc, voilà. tel l'oiseau, tu vas déposer ta graine à un endroit. C'est bien. Voilà, ouais, effectivement. Bon. Mais de toute façon, c'est bien clair que même si notre passion et notre métier a un impact relativement faible sur le milieu, on a quand même un impact important. Rien que de marcher sur les sentiers, si vous arrêtez de marcher sur un sentier, regardez le temps qu'il faut pour que certains sentiers se referment, c'est relativement long. Même si la végétation repousse, etc. Quand on commence à avoir l'œil, quand vous marcherez beaucoup en forêt, demandez à d'autres accompagnateurs en montagne, je pense à Fabrice qui est avec nous là actuellement, un sentier qui est fermé depuis longtemps. Nous, quand on arrive sur le lieu, on le voit, on le devine, on le sent. Et ben, c'est parce qu'il y a des choses, il y a des traces qui restent, qui nous laissent. Partout où l'homme passe, partout où l'homme met le pied et la main,
on détériore quelque chose. Alors, il faut faire au mieux pour essayer de détériorer le moins possible. Je suis très, très favorable et très, très attentif à ça. Mais on ne peut pas non plus... On ne vole pas encore par-dessus, et ce ne serait plus notre métier. Ce serait une autre session. Ce ne serait plus un DE AMM, ce serait un DE pilote d'avion, ce serait autre chose. Voilà. Et j'ai une autre question aussi. C'est Ouais. dans le bivouac qu'on doit organiser. Est-ce que si on fait une itinéraire, genre qu'on passe en aller à un endroit et au retour enfin, comme si qu'on fait un aller-retour, quoi. Est-ce que c'est possible ça? Ou bien est-ce que forcément il faut mettre, soit faire une boucle ou bien soit mettre des voitures des deux endroits? Est-ce que c'est interdit de refaire une itinéraire dans le sens inverse, en fait? C'est ça la question. Ben, pour votre devoir, j'en sais rien. Mais je pense. Est-ce que c'est. Pour votre devoir, j'en sais rien. En vérité, sur le terrain, ben, c'est faisable, mais ce n'est pas très passionnant par les participants. Ils vont dans un sens le matin, puis le soir, ils reviennent. Quand c'est qu'une nuit, ben, c'est compréhensible. Quand c'est plusieurs jours, ce n'est pas très drôle. Et voilà, donc là, c'est pareil, dans l'organisation de votre TP, est-ce que c'est très intéressant de faire une itinérance en passant 2 fois sur le même, en aller-retour? Personnellement, en tant que, si je devais corriger ça, je me dirais, c'est pas très pertinent comme truc, c'est pas très passionnant. Je me mets à la place du public, tu lui emmènes, parce que c'est un peu le but de l'exercice, hein, tu vas emmener un public à aller bivouaquer à un endroit, et le lendemain, tu reviens sur tes pas. Bof. S'il y a moyen de faire autrement, à mon avis, il faut faire autrement. S'il n'y a pas moyen et que tu expliques pourquoi il n'y a pas moyen, bah, dans ce cas-là, voilà, tu donnes l'explication. OK. D'autres questions? Eh bien, bon courage à tous. Travaillez bien. Faites un beau parcours et profitez au maximum parce que vous allez encore bien vous amuser quelques jours en pleine nature. Ça va être marrant, ça. Ça va être drôle. Bon, je ne serai pas avec vous, parce que je ne peux pas être là, mais voilà. Bon courage. Salut à tous. Merci. Merci. Fabrice. Merci. N'oublie pas l'enregistrement. Ouais, je fais un Merci. enregistrement. Merci. Salut, bye. Bye. Alors, option. Arrêter. Arrêter l'enregistrement.